Ça tout à l'heure. Alors, en pas direct de chez moi, comme On ça... recommence là? Bah oui, à zéro. ça y est, c'est lancé. Ouais, ouais, c'est pour savoir. Où je suis, en plus là ils sont tous dans le cadre, le direct va pas flancher parce qu'il n'y a pas de direct, donc ça enregistre. Outinrem, comme on dirait. Donc je suis avec Bernard Revel que j'ai convoqué suite à la disparition de Jean-Louis Coste, le libraire. Une semaine ensuite, nous a eu René Grandot, journaliste à l'Indep, puis la semaine d'après, catastrophe, Joël Mété aussi. 3 jours après. 3 jours après, ça commence à faire. Et outre que j'ai connu la plupart de ces gens-là, et qu'ils furent des exemples pour moi quand j'ai débuté, quand j'ai fait le choix d'être ou homme de main ou journaliste, eh bien, ils y ont présidé parce qu'ils étaient pour moi des exemples. Ils sont le symbole d'une époque qui a disparu avec eux, et ils allaient au-delà de leur fiche de poste de journaliste, parce que c'était simultanément des intellectuels et des animateurs culturels. Alors Bernard Revel, avant de nous parler des chers disparus, parle des présents s'il te plaît, et fais la présentation. Merci. Oui, donc à ma droite, Bernard Rieu. Nous sommes 3 anciens journalistes de l'Indépendant. Ouais. Bernard Rieu a débuté aux informations générales, qui traitaient de l'actualité nationale et internationale. Ce que j'ai fait moi aussi, puisqu'on était ensemble pendant des années, on a travaillé ensemble aux informations générales. Mmh. Puis Bernard Rieu a fait plutôt du reportage dans la région, axé sur l'agriculture, souvent sur la vie agricole. Voilà. À ma gauche, Jean Roch, photographe donc, de l'Indépendant. Depuis... À quel âge tu as commencé l'Indépendant? Jeune, dans les années 69. 69. J'étais pas né, mais une belle année paraît-il. Oui. Voilà, donc c'est un photographe qui a traité de toute l'actualité, du sport aux faits divers, et aussi qui a participé, qui a fait de grands reportages aussi à l'étranger. À l'étranger dans l'Aude? Non, à la Juncker. Ah, bah voilà. la grande époque de l'indépendance. Oui, parce que l'indépendant, on le il connaît maintenant. Avant, il allait jusqu'à l'Espagne. Il y avait une édition catalane. Oui. Costa Brava, si mes souvenirs sont Une exacts. édition pour l'été, simplement. Et il y a l'indépendant Aude aussi. Et ça allait jusqu'où, en fait? L'indépendant, c'était énorme, en fait. L'indépendant allait jusqu'à Castelnaudary. Castelnaudary, oui. Frontière de la dépêche. D'accord. Alors, il y avait combien d'éditions? Parce que là, on est en 80 000. Non, mais enfin, d'exemplaires. Tirage, merci. On est à 80 000, il me semble, en ce moment, toujours. Combien? Non. 80 000 papiers, C'est autour de 40 000. 40 000. Oula. Ça a beaucoup baissé. À l'époque, on était monté à plus de 100 000. Ouais. D'accord. Et c'était un des seuls moyens de se renseigner sur ce qui se passait dans le coin. Oui. Puisque l'info locale, c'était pas sur les 3 chaînes qu'il y avait avant qu'on en parlait. Donc c'était un outil essentiel de la connaissance de ce territoire, Tout à fait. de son histoire et de son actualité. Donc là-dedans arrivent les personnes dont on a parlé, donc on disait par ordre de disparition. Donc on est venu parler de Jean-Louis Coste, libraire qui nous a quittés, puis René Grandot, journaliste qui nous a quittés, puis Joël Mété qui nous a quittés. Donc comme l'écrivait Hugo Pratt lui-même avant de mourir, quelque chose que je sais d'eux. Alors, parlons de ces gens-là. Comment vous les avez rencontrés déjà? Peut-être chacun a son anecdote. C'est un peu comme dans les 3 mousquetaires. Comment vous les avez croisés? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Jean-Louis Coste, c'est facile. C'est dans sa librairie que nous l'avons tous connu. Donc tout simplement. Tout simplement en tant que libraire. Mais il n'était pas que cela. Hein. J'ai vu à Jean Vigo aussi. Oui,
il faut d'abord dire qu'il était indissociable de son épouse Odette. Tous les deux tenaient la librairie depuis 1962. Ils avaient succédé à Madame Torcatis, la veuve du résistant, qui avait été tuée par la Gestapo en 1945, je crois. Et les Coste ont tout de suite donné à cette librairie un ton très moderne. D'abord parce que leur première vitrine, elle a été consacrée à Maurice Vian. Ah oui. Bon, en 62, Maurice Vian, c'était pas... Non, les gens ne le connaissaient pas. Maintenant, c'est une évidence, enfin une évidence qui disparaît, mais... Et je pense qu'il a attiré, ça a attiré beaucoup de jeunes lecteurs qui ont un peu découvert la littérature moderne. C'est Boris Vian ou Vernon Sullivan dont on parle? Les deux. Parce que comme Robin Gary, il a tendance à changer comme ça. C'est ça. Oui. Quand il ne s'appelle pas Émile Ajar, je parle de Robin Gary, pas de Boris Vian. Enfin bon, bref. Oui, on s'écarte un peu là. Voilà. Oui. Bon, donc, ce que je peux dire des Coste, c'est que non seulement ils étaient libraires, mais ils s'intéressaient beaucoup aux auteurs, et notamment à travers les éditions de Minuit. Ils sont devenus très proches de Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit, et ils ont même tenu, le couple Odette et Jean-Louis, le stand des éditions de Minuit au Salon du Livre à Paris pendant quelques années. Ah oui, carrément. Ils connaissaient très bien des gens comme Claude Simon qui avait une maison à Salles et qui venait donc souvent à la librairie. Chaque fois qu'un livre de Claude Simon paraissait, il était présenté. Claude Simon venait à la librairie le présenter. Il y avait 20 personnes à tout casser pour écouter Claude Simon, puisqu'il n'était pas... Oui. À l'époque, là aussi, il n'avait pas encore eu le prix Nobel, dont on va parler Bernard, parce qu'il était sur place pratiquement, pas en Suède, mais à Sals. Ah, quand il a eu l'annonce. Oui. Quand il y a eu l'annonce du prix Nobel, ça a été Mourouzi qui l'a annoncé à 1h. Il a annoncé donc que le prix Nobel a été attribué à Claude Simon. Et là, on est parti avec mon collègue Michel Coupeau, on est parti à Sals. Photographe Michel Coupeau. Oui, oui. Ouais. Et à Sals, donc, il y avait un cordon de gendarmerie et de police qui filtrait. Mais un homme est sorti de la maison de Claude Simon, le correspondant local de Sals, M. Gary. Quand il a vu les journalistes de l'Indépendant, il nous a fait signe, on est rentré dans la maison de Claude Simon et on a été les premiers à le photographier et moi à l'interviewer. Donc ça a été un grand moment. Et donc c'était en 1985, je me souviens très bien. Mais il habitait rue de la Cloche d'Or. Il avait la maison de Louis Codet, là-bas. C'est là-bas qu'il a écrit plusieurs romans d'ailleurs, dont L'Acacia. Et donc, malheureusement, je ne sais pas si les Roussillonnais, même après le prix Nobel, ont lu son œuvre. Et personnellement, j'ai tenu à aller sur le lieu de naissance de son père, parce qu'il est d'une famille franc-comtoise d'Arbois. Arbois, c'est la ville de Pasteur, c'est la ville de quelqu'un qui compte beaucoup pour la viticulture, et son grand-père était vigneron. Et son père était officier d'infanterie coloniale, c'est l'infanterie de marine de l'époque, et il est venu en garnison à Perpignan. C'est de là qu'il a épousé. C'était le 24e colonial de Perpignan, devenu 24e RIMA, régiment d'infanterie de marine, et 24e régiment de tirailleurs sénégalais. Et donc il habitait un hameau qui s'appelle Les Planches. Et donc je suis allé sur place et là-bas il a une magnifique avenue dans ce hameau, c'est la rue principale. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup, si on lui a donné peut-être un nom à un lycée. On avait fait une lecture avec Henri. Il y a le lycée à Rivesaltes, il y a le lycée agricole Claude Simon. Oui, le lycée agricole. Donc, on avait fait une lecture organisée par Roger Coste, où il y avait Jean-Louis Coste, Henri Héritier, et nous lûmes le tramway du début à la fin. C'est encore en ligne. Ah ben, je me disais aussi.
C'était pour être sûr. Oui, oui, oui. Donc Voilà. voilà. Ouais, il y a- c'est quelqu'un, grâce à Coste, et Claude Oui. Simon a eu sa place dans la vitrine de la librairie Mais Torquatis. oui. Et il y a eu des expos extraordinaires justement dans cette vitrine sur cet auteur qui a eu le prix Nobel et qui est resté toujours fidèle donc à Perpignan, au Roussillon, et en faisant des descriptions extraordinaires, par exemple d'un coucher de soleil derrière le Canigou, ou la Tramontane, par exemple le roman Le Vent, Mhm. c'est un roman sur la Tramontane. Sauf qu'il ne parle pas de Tramontane, évidemment, il faut un petit effort pour s'identifier à cette histoire. C'est-à-dire que Claude Simon ne prononce jamais le mot de Perpignan dans son Non, œuvre, ni- alors qu'il y a pas mal de Oui, livres il a consacrés honte, à la région. Il a Non, honte ou c'est comme quoi? ça. Et peut-être Non. aussi on lui en veut pour ça, peut-être. C'est un Dans la non-lieu. région. En fait, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu parce qu'il ne fallait pas trop d'identification parce Ça qu'il aussi, on croyait pas. l'identifie très bien. Dans le tramway, on voit Mais très bien Perpignan. c'est hein. tellement bien décrit. Et- C'est un maître de la description. C'est le nouveau roman, comme beaucoup d'auteurs du nouveau roman, c'est vraiment un maître de la description. Alors, on Et n'est pas grâce- sur et la grâce- mort de Claude Simon, Oui, là, parce que les gens vont justement. croire. Ouais. On va revenir à Coste. Oui. C'est pas que- car grâce à Jean-Louis Odette Coste, la librairie Torquatis est celle qui a, toute proportion gardée, vendu le plus de livres des éditions de Minuit. Parce qu'ils arrivaient à convaincre les lecteurs. C'est pour ça que quand Alors, tu dis, tu sais pas C'est si- quoi les éditions de Minuit? Parce que moi, je le sais, parce que j'en ai lu, et notamment. On va pas faire l'historique maintenant. Mais l'importance pendant la guerre, par exemple, des éditions de Minuit. Oui, oui bon, ben, ils ont édité le roman de Vercors. Voilà. Le Silence de la mer. Silence de la mer. Voilà, c'était une édition clandestine. hein. Voilà. Donc je rajouterai un lien aux éditions de Minuit dans le descriptif. Voilà. Donc pour revenir à Jean-Louis Coste, en fait c'était un dynamisateur culturel en général, puisqu'on l'a vu aussi à l'Institut Jean Vigo. Et son dernier grand moment, c'était de faire venir François Hollande Oui. ici pour son bouquin. Bon, oui. C'est d'ailleurs la dernière. Oui, bon. On peut dire aussi que beaucoup d'auteurs étaient invités à l'époque. J'en suis, Mhm. c'était assez nouveau. hein. Et il y avait des gens comme Gérard Salgas, par exemple, ou Jacques Quéralt, Oui. qui animaient comme ça des rencontres avec des auteurs. Et bon, il y avait des gens qui venaient voir ça. Ça crée quand même une animation autour du livre encore. Parce que c'est une époque où il n'y avait pas autant de divertissement, parce que maintenant on a tous les divertissements dans notre téléphone, bientôt on aura la douche et le café livrés, mais pour se nourrir intellectuellement, il fallait bouger. Il fallait aller à la librairie, il fallait aller au théâtre, Les galeries, au cinéma, voilà. et voilà. Et on était avec les autres. Et du coup, on rencontrait des gens. C'est aussi ça. Cette époque où il y avait une espèce de bouillonnement humain d'abord et intellectuel ensuite. Donc on va évoquer René Grandot. Oui. Juste un mot pour Oui. dire justement que Jean-Louis Coste a participé à la création de l'Institut Jean Vigo. Mhm. Au début, c'était les Amis du cinéma, autour de Marcel Homs, Marcel Homs. avec des gens comme André Abbé, Michel Cadet. Enfin, il y avait des gens qui ont créé un peu cette animation autour du cinéma, en créant aussi le festival Confrontation. Mhm. Et... Au Festival d'Histoire et Cinéma de la ville de Perpignan. Oui. Pardon? Non, c'est toujours le festival, ça existe encore. Oui, 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 quoi. toujours, voilà. Voilà. Et puis il y a eu aussi les cahiers de la Cinémathèque qu'avait créé Marcel Homs, et qui Donc, était une revue nationale, quoi. Et Ah, qui était d'accord. partie d'ici. les cahiers du cinéma. Les cahiers de la Cinémathèque. Ah non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les cahiers du D'accord. cinéma. Ça existe toujours. Non, ça n'existe plus. D'accord. Alors, on Voilà. enchaîne sur René Alors. Grandot. Alors René Grandot, journaliste à l'indépendant, co-auteur avec
Jacques Héralt et un troisième, Xavier Fébresse. voilà, du fameux, vous avez la mémoire courte, devenu par extension les camps du mépris, que j'ai C'est dans ça, ma bibliothèque, offert par Jacques Fabiani. Alors, qui était ce René Grandot qui nous a quittés? Du nez d'où? Est-ce qu'il met la baguette pas trop cuite? René Grandot faisait partie de cette génération de journalistes dont nous sommes aussi, Oui. qui a été beaucoup marqué par mai 68 et qui débarquait donc dans un journal assez conservateur, avec une hiérarchie un peu âgée, certains chefs même ayant été journalistes sous l'occupation encore, Oui. ils étaient déjà à l'indépendance sous l'occupation. Et nous on est arrivés avec des idées un peu de changer les choses, de faire bouger les choses, d'imprimer un peu notre marque, de faire des articles personnalisés. Et Grandot était un peu là-dedans comme un meneur, parce qu'il avait aussi un certain charisme, il influençait beaucoup les autres journalistes, les jeunes journalistes que nous étions. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que le journaliste signait rarement un article. Ah, Oui. On faisait des articles un peu qui ne devaient blesser personne, vexer personne. c'est C'était des vraiment articles bon, quoi. tout à fait. C'était de l'information. ouais. Des articles d'information et généralement les journalistes ne les signaient pas. Et une des batailles de René Grandot, ça a été de pouvoir signer ces papiers et leur apporter une touche personnelle. Et ça faisait pas partie de la Ça tradition. choquait. Ça fait pas partie de la tradition. Alors que maintenant, c'est l'évidence, même si ça a tendance à Mais- disparaître. Maintenant, on signe n'importe quoi aussi. Oui, aussi. Bah, moi, le premier. Hein. Alors, ici même, on a eu une grande discussion avec Fabien Palem, hein, qui est désormais journaliste pour Uzbek Heritage et au Figaro International, mais qui vit à Buenos Aires, et Julien Marion, vous connaissez peut-être, sur ce canapé. Julien m'a déclaré bientôt nous ne serons que des producteurs de contenu. Voilà. Ah ouais. C'est pas la même chose. Alors il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, il y a eu une grande révolution dans l'imprimerie. C'est-à-dire, quand nous on est rentré au journal, le journal était toujours imprimé au plomb, comme à D'accord. l'époque de Gutenberg. Avec le seul progrès, c'était la linotype qui faisait un line of type, c'est-à-dire une ligne de caractères, D'accord. dont le typographe n'était pas obligé d'enfiler les lettre par lettre pour faire Oui, parce pour que. composer l'article. Donc, c'était sur du plomb. Une page de l'Indépendant pesait plus de 80 kg à l'époque. Purée, Et le de poids là- des mots. Oui, et on l'a porté sous une presse où on prenait une empreinte. C'était vraiment l'imprimerie de Gutenberg. Et là, on est passé à la photocomposition, c'est-à-dire à ce qu'on appelait l'imprimerie froide, composition froide, puisque le plomb, il fallait le faire fondre pour qu'il puisse se couler dans les moules. Il fondait au mois de juillet-août à Perpignan, Possible. quand les typos, les linos composaient les articles, ils faisaient une chaleur, c'était vraiment... Plus il y avait des rotatives Et après, il y avait les rotatives aussi, qui étaient là au siège, qui étaient Qui à Perpignan. rue Emmanuel Brousse. oui, Emmanuel, et c'est pour ça qu'il y a eu un problème avec le général de Gaulle quand il est venu dormir à la préfecture, parce que la rotative Ah, d'accord. risquait oui, de l'empêcher de dormir ou de le réveiller. Le bruit de la Le rotative. bruit de la rotative, parce que ça faisait tout trembler la rotative. On a toujours les photos du général de Gaulle dormant à la préfecture, enfin si j'ose dire. Ça, je sais pas, Jean Je crois peut-être que- le Je sait. sais pas, Il a fallu s'il y a il- des photos même. Il a fallu lui faire monter pas si- un lit sur mesure. Mais à chaque fois en fait. Tu vas dans un endroit, il faut un lit sur Dans mesure. le journal, le siège du journal Mhm. et l'atelier de composition était à côté de la Ouais. préfecture, la rue Emmanuel Rousse. Oui, mais j'ai connu. Il y avait un camion spécial qui amenait le papier, Et oui, un camion très étroit. Ah ouais. Ouais. Tu l'as pas connu les ça bobines de papier. Les bobines arrivaient dans un camion spécial, très Ouais, très ouais. étroit, et aussi étroit que la rue. Oui, parce que la rue est vraiment pas large. Voilà. hein. Et ils se mettaient dans la petite rue derrière la préfecture, et il y avait
une espèce de porte à 2 battants qui s'ouvraient, et là, ils envoyaient Des rouleaux. les rouleaux. Et la rotative elle était courte, elle n'était pas grande, la rotative. Oui, parce que le bâtiment que je connaissais, rue Brousse, c'était pas énorme. Non. Non plus. Et il Non, envoyait rouleau après rouleau. Donc on est passé de cette composition chaude au plomb à la photocomposition, c'est-à-dire aujourd'hui c'est l'informatique, c'est informatisé, c'est tellement différent, c'est une véritable révolution qui a eu lieu dans le monde de l'imprimerie. Alors, on va revenir à René Grandot. Quel, entre guillemets, scoop il a sorti, parce que je pense à Joël Mété et ce qui, grâce à lui, est devenu un mémorial, et Grandot aussi. Est-ce ils ont sorti comme ça, à un moment donné, des affaires, comme on dit? Oui. Est-ce qu'il y a des affaires ici? Non, Il y a eu une affaire qui a été sortie par René Grandot, on l'avait traitée ensemble. C'était l'affaire des sociétés belges de Pimentel. Pimentel. Donc c'était des sociétés belges, sociétés écran, ouais. qui avaient racheté des terres sur le communal de Pi et qui avaient acheté 900 hectares sur Mentet. Hein, c'est deux communes qui sont à côté là, au-dessus de Villefranche. Oui, oui, oui. Les Hauts-Cantons. Les Hauts-Cantons. Et donc, il s'est focalisé là-dessus. Moi j'étais de Mentet, j'avais une maison à Mentet. Et je l'avais un peu branché là-dessus parce qu'il y avait des trucs qui me paraissaient un peu louches. Et il s'est branché là-dessus et il a réussi à trouver que derrière ces sociétés écrans, il y avait le président Somoza du Nicaragua. Non, parce que Somoza et Nicaragua, c'était quelque chose, il faut raconter un peu, parce que... Et à partir de là, ça a foutu un bordel pas possible. Et aujourd'hui, ce sont des réserves naturelles. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu des réserves naturelles. Et ça a été racheté par l'Écureuil. Donc la caisse d'épargne de Marseille, je crois que c'est la caisse de C'est la Marseille. caisse d'épargne de Marseille. Oui, c'est là qu'ils stockent leurs noisettes, apparemment. Donc, C'est une grosse affaire. Bah, le président Somoza... oui, parce qu'il était parti en Belgique, il avait fait une partie du circuit pour débroussailler tout ça. Oui, pas Somoza. Donc c'était la première grosse affaire Ouais. de Grandot. Il a eu un scoop qui a eu un retentissement international. Ouais. C'est l'affaire des faux Dali du capitaine Moore. Ouais. Capitaine Moore avait été secrétaire particulier de Dali pendant longtemps. Il avait accumulé plein d'œuvres de Dali. Et en 1982, il y a eu une exposition organisée à Perpignan. Il y avait 426 œuvres de Dali. Et donc, gros truc, beaucoup de monde qui est venu, tout ça. Et à la une de l'Indépendant du 15 août 82, un gros titre, exposition de Perpignan, Dali accuse. Dali venait de porter plainte contre le capitaine Moore en disant que cette exposition était truffée de faux, ce qui était vrai. Et ça, c'est Grandot qui l'a sorti. C'est sorti donc dans l'Indépendant. Et après, donc, les autres journaux s'en sont emparés, la presse internationale aussi, ça a été un gros truc. Oui, parce que c'est Dali. Et donc, finalement, il y a eu un arrangement entre Dali et Moore. Il n'y a pas eu de procès ni rien, ils se sont arrangés entre eux. Question d'argent. Voilà. Mais ça a fait un bruit énorme, ce truc. Parce que Dali, tout de suite, ça prend les... Ça monte dans les Savater aussi. Savater, oui. C'était le secrétaire personnel de Dali qui avait Oui, remplacé le capitaine Moore. Voilà, c'est ça. Alors, c'est le genre de truc que Grandot pouvait sortir et d'autres. Puis il a fait des reportages avec toi aussi. Oui, on est parti en Algérie pour le 20e anniversaire de l'indépendance. Et là,
on était à Alger, donc on a fait on a vu les étudiants, on a vu tout le monde, on a vu toutes les personnalités algériennes. Et il fait un très beau reportage là-dessus. Et on était logé à Sidi Ferrouche, dans une ancienne station balnéaire complètement désaffectée. Et on a visité la Casbah, on a fait plein de trucs. Et de ça, il en reste quoi? Moi, je me suis toujours demandé. Il y a des archives à l'Indef quand même. Est-ce qu'elles sont bien tenues? Est-ce que vous avez vérifié? Oui. Je pense que de toute façon, On avait commencé à les numériser? Pas numériser, non, il y avait des microfilms qui ont été faits, autant, tu te rappelles, autant du monde, là. André Laurence avait fait faire donné le quelques... feu vert Oui. Mais ce qu'il y a, le problème, c'est qu'il n'y a pas de collection complète ni aux archives départementales, ni une collection aux archives municipales. Voilà. Ah. Mais le problème, c'est que c'est très fragile. Ouais, c'est sur très fragile. Non, c'est... Ah oui, en vrai, le parti, c'est des journaux. Il y a une partie. Et puis ils ont arrêté quand Sud-Ouest a racheté le groupe Midi Libre, l'Indépendant, ils ont arrêté de microfilmer ça fait que par contre, ce qui a disparu, ce sont toutes les éditions de Cossabra. Donc ils sont allés... Complètement disparu. Ah ouais, il y a eu une recherche qui a été faite, heureusement, elles sont à la Bibliothèque nationale à Paris. D'accord, ah oui, puisqu'à l'époque, chaque fois qu'on il fallait envoyer un exemplaire. Oui, exemplaire. Il est à Paris. Il y a une collection à Paris. Paris est utile parfois. Ah là, c'est indispensable. Là. Centralisme Paris. donc il y a... Ici, dans cette région, les archives ne sont pas très bien conservées. Enfin, on reparlera des archives découvertes à la poubelle quelques années plus tard. Voilà. Non, alors, j'ai eu Michel Cadet qui m'a dit qu'ils avaient le double, en fait, mais que quand même, c'était bien qu'ils les retrouvent à la fin. Enfin, on reparlera de l'affaire Joël Bété, comme on l'appelle désormais. Alors, avant d'arriver à Joël, on va il faut quand même parler de Grando. Pour finir de Grando, donc pour moi... l'affaire... Non, attends, je ne sais pas de quoi c'est. Vas-y, alors, vas-y. La grande affaire de Grando, c'est quand même l'enquête qu'il a faite avec Fébrès et Queralt sur l'exode des républicains espagnols. Voilà, parce qu'avant, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas beaucoup. Les gens ne savaient pas, n'étaient pas au courant qu'il y avait... Ils ne voulaient pas savoir. Enfin, ceux qui l'ont connu, oui. Les gens qui vivaient, mais les nouvelles générations ignoraient en général qu'il y avait eu des camps sur les plages de nos vacances en plein hiver avec des républicains espagnols. Il y a une dame qui était la nourrice de mon frère qui avait 6 ans, Madame Cuevas, au camp d'Argelès. J'avais 12 ans, ça m'a... C'était le premier. Donc à l'occasion du 40e anniversaire de la fin de la guerre, de l'exode, on ne parlait pas de retirada. Non, on parlait d'exode espagnol. On parlait de l'exode. D'ailleurs, dans le livre qu'ils ont écrit, vous avez la mémoire courte, il n'y a pas le mot retirada dedans. La retirada, c'est la retraite d'une armée. C'est une armée qui... Bon, là, on peut imaginer que c'est la retraite de l'armée après la bataille de l'Èbre. L'armée républicaine a reculé et les franquistes ont avancé. Et donc les franquistes sont arrivés à Barcelone. Et quand ils sont arrivés à Barcelone, donc les républicains ont senti que de ce côté c'était perdu. Donc ils ont envisagé de continuer cette retraite jusqu'en France pour pouvoir... C'était à Darnius, avant Darnius, la dernière capitale. Ah, comment s'appelle ce village avant Darnius? La Bajol, il y avait la Bajol. La Bajol, il y avait une mine de talc où ils ont mis une partie des... Enfin, il y avait des toiles de maître, il y avait des trésors de la République. C'est de là que partent les mémoires de Manolo Valiente. Mais ceci est une autre histoire. C'était un ami de René Grando. Ah, c'était un ami de mon père, pas René Grando, Manolo. Manolo. Et donc, on va passer, mais on reviendra de toute manière sur tous les personnages dont on en a parlé, puisqu'ils sont des pièces d'un puzzle qui est ce territoire et son histoire. Alors pour en terminer avec cette histoire espagnole, donc René a couvert le rétablissement de la Généralitat de Catalogne
qui a été négocié à Perpignan à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie, dont le président en exil de la Generalitat, qui s'appelait Josep Tarradellas, donc, est venu négocier avec le délégué du chef du gouvernement espagnol qui s'appelait Adolfo Suárez. C'était Suárez qui était président du gouvernement espagnol, puisqu'en Espagne le président c'est le premier ministre en fait. Et donc il est venu négocier ici à Perpignan. Et il a été décidé que la Generalitat de Catalogne, qui avait été supprimée par Franco, serait rétablie et que le premier président de la Generalitat rétablie serait Tarradellas. Tarradellas qui nous venait du Mexique, puisque le gouvernement... Non, il était à Saint-Martin-le-Beau. Ah bon? Non, il était en exil en que France à Saint-Martin. Oui, le Mexique a été très accueillant, en particulier avec les Catalans, puisque en particulier beaucoup d'universitaires de Barcelone qui sont allés au Mexique. Mais Tarradellas était dans un village de Touraine qui s'appelait Saint-Martin-le-Beau. Et donc, où tous ces partisans pouvaient aller le voir. Et donc, il est revenu par Perpignan, et puis il a été décidé qu'il reviendrait en Catalogne pour le jour de la fête nationale catalane, le 11 septembre. Et donc là, René a couvert cette première diade. Les Catalans appellent ça la diade, le 11 septembre. Et donc il y avait une foule, des centaines de milliers de personnes et tout ça. Et donc René avait fait un reportage. C'est marrant, il n'en reste pas de traces. Enfin, moi, il en reste de traces dans mon mémoire d'histoire, puisque j'ai fait sur la guerre civile en Catalogne. Mais j'ai l'impression que ça, les gens, ça m'aurait passé l'avenue Taradell, etc. ici. Et il venait ici, il se réunissait beaucoup à Perpignan. Hein. Moi, je me souviens avoir interviewé justement des partisans de Tarradellas qui m'a dit le gouvernement français nous aide, mais ils nous ont dit on vous aidera, mais ne vous mélangez jamais avec les Catalans du Roussillon. Oui. Et Tarradellas a prononcé une parole historique, Catalogne Nord connaît pas. D'accord, donc René avait fait un titre magnifique avec ça. Catalogne Nord connaît pas. Donc Tarradellas était prudent, hein. C'était un homme extrêmement prudent. C'était la condition, notamment pour les Basques, pour peu qu'ils ne contaminent pas les Basques français ou les Bretons, etc. J'ai eu une discussion avec le représentant des renseignements navaux à Barcelone sur une frégate française. À 3 mois du référendum, je lui demandais s'il était enthousiaste. Il m'a dit ça se fera pas. Parce qu'après quoi? Les Bretons, les Catalans, etc. Vieille obsession française. Mais René avait couvert ce rétablissement de la Généralitat, donc il avait une grande connaissance de l'histoire moderne de l'Espagne en général et de la Catalogne en particulier. Tu avais participé au reportage sur les camps des républicains, tout ça? En tant que photographe, non, tu n'étais pas... non, j'étais pas... C'était en 79. Bah si, Ah ouais. 79. J'ai une photo de toi. Non, mais ça... Après, ça a beaucoup tardé. Hein. Oui. Il faut savoir que la première manifestation officielle... Tarradellas, je l'avais fait. Ah oui. Première manifestation officielle, ça avait été la ville d'Argelès-sur-Mer avec Jean Carrère en 1999. Donc avant que ça commence, et puis après, maintenant... Ce livre est sorti en 82. D'accord. Le livre des trois... Les trois compères. Panou. Oui. Et donc Argelès a commencé en 1999 à commémorer, alors c'est là qu'est apparu ce mot de retirade, qui a un énorme succès. Et oui. Et moi qui suis argelésien, il y avait beaucoup de républicains espagnols qui étaient passés par le camp, qui étaient restés, qui s'étaient installés à Argelès. Jamais je les ai entendus employer le mot de retirade. La retirade, c'est un peu coït interrompu, coitus interruptus, quoi. C'est pas glorieux, quoi. Mais non, c'est la retraite, c'est la retraite. Le mot masque la guerre d'Espagne, c'est-à-dire que moi ici, je suis fasciné, tout le monde aime bien pleurer sur le terme retirade.
ce qui est plus intéressant, c'est comment ils en sont arrivés là, quoi. Et la continuité, parce qu'il y a eu de la guérilla qui continuait après. Et ça, on en parle très peu. Si la guérilla a continué, c'est vrai, oui. Elle a Il y a eu des continué. livres là-dessus. Il y a eu des livres, hein, par exemple, il y a un très célèbre, il s'appelait Kiku Sabate, Kiku Sabate, donc, qui passait par la montagne, il allait là-bas, et il faisait des coups, hein, il fallait faire le coup de feu. Et bon, il a été dénoncé, et la Guardia Civile, je crois que c'est à Tarrasa, ils l'ont pris dans une embuscade, ils l'ont fusillé sur place, quoi. Oui, Il n'a même pas eu droit à un jugement. C'est des franquistes qui sont un peu brutaux quand même. N'oubliez pas que le général Millán Astre Ouais. a dit à Unamuno: Viva la muerte, mueran los intelectuales traidores. Alors, Miguel Unamuno, c'était un Basque. Donc, qui était recteur de l'université de Salamanque. Voilà, et qui, les catholiques basques ont pris fait et cause pour la République, alors que on aurait pu penser qu'en tant que catholiques, ils auraient plutôt suivi. Oui, Et bon, ils ont payé le prix. mais là c'était à Salamanque, et Millán Astre, le général Millán Astre, était le fondateur de la... C'est le gars qui avait pas un il bras, avait le bras et qui était borgne. amputé d'un bras, il était borgne. Et donc il était fondateur de la Légion étrangère espagnole. Los Tercios. Tertio de la Légion étrangère. Et donc, il assistait à l'université de Salamanque à un discours d'Unamuno, avec à ses côtés Carmen Polo de Franco, l'épouse de Franco. Et donc, quand Unamuno a eu fini, qui a dit une guerre entre nous, c'est une guerre entre frères, etc., etc., lui s'est levé, il a sorti son pétard, et il a dit Viva la muerte, mueran los intelectuales traidores. Donc voilà une phrase quand même. Qui est resté. Ouais, voilà, Viva la muerte est resté comme slogan d'ailleurs dans les trois franquistes. Digamos, parlem de l'honorable Seigno, Joël Mété. Mais oui. Tous ces poissons-là se croisaient à la même époque. Oui, Joël est arrivé un peu plus tard, parce qu'il était plus jeune, Il était il jeune, avait quoi. 3 ou 4 ans de Il est plus moins jeune, que nous. Il a d'abord travaillé aux Travailleurs catalans. Oui, parce qu'il était communiste. Il était à la section communiste de Céré. Ouais. Il Un a journal concurrent créé en 1936 par le chef des brigades internationales appelé Boucher d'Albacete, à savoir André Marty, désormais au cimetière Saint-Martin, comme quoi c'est cohérent. Non mais Marty était originaire de Fontpedrouse, Ouais. c'était un excellent catalan, et grâce à lui, mon grand-père maternel est revenu de l'armée d'Orient en 1918. Sinon, l'armée d'Orient française avait commencé à attaquer les bolcheviks, et André Marty, en mutinant la flotte de la mer Noire, Aurore, n'est-ce pas? voilà, et en mutinant cette flotte, a fait que les Français ont rembarqué, sont revenus en France. Et Staline l'a toujours protégé à cause de ça. C'était un Perpignanais numéro 3 du Comintern quand même, c'est pas rien. Oui, Au-delà du fait mais qu'il originaire soit- et fidèle à Fontpedrouse. Ah bah, je suis C'est bien très content important, de Fontpedrouse. croiser quelqu'un qui, par ricochet, a croisé André Marty. Puisque peu de gens se soucient d'André Marty, mais revenons au nouveau André Marty, à savoir le camarade Joël Joël Mété. Mété, donc, il a débuté avec Georges Bartoli, d'ailleurs, Ouais. qui était photographe. Là, Oui. je crois qu'il avait 16 ans quand il a commencé au Travailleurs catalans. Et Bartoli. Et puis Mété en avait 3 ou 4 de plus. Voilà. Et puis il est entré à l'indépendant quelques temps après, dans les années 80, je n'ai pas retrouvé la date, où il a travaillé à la locale la plupart du temps. Il faisait de très bons papiers. Il a été au sport aussi. Ah oui, il a fait un peu de sport, Ouais. oui, effectivement, à une époque. Des reportages, des papiers très personnels. Moi, je l'ai connu à la culture. C'était le Oui, journaliste il a fait culturel. beaucoup de culture à un certain moment. Ça changeait un peu selon Donc les c'était époques. dans les années 90. Et il a connu un peu René Grandot. Ouais. Et bon, comme René Grandot est parti en 82, je crois. Il n'a pas connu très longtemps. Il a pas, oui, voilà, ils se sont croisés, mais Ah oui, ça. peut-être ils se sont fréquentés Ouais.
pour d'autres raisons. Oui, ils ont peut-être picolé ensemble, si Voilà. s'il faut. Évidemment, ce qu'on retient maintenant de Joël Mété, c'est son fameux papier du 8 mai 1997 à la une de l'Indépendant, les archives sur les Juifs du camp de Rivesaltes jetés à la poubelle. Donc ce gros titre à la une qui a fait un scandale. Ah oui, c'est remonté jusqu'au national en fait. Ouais. Ah ben oui. Ah ben oui. Parce qu'il y avait un préfet qui s'appelait Bernard Bonnet, Ah, ah oui, c'était le fameux. qui était là, qui avait été mis là, disait-on, pour nuire à Jean-Paul Alduy, Mhm. qui était maire, qui est devenu maire de Perpignan. Et Parce que Jean-Paul avait des velléités catalanistes, ce que ses prédécesseurs, son père, n'avait pas, a priori. peut-être. Il y avait ça, mais pas Oui, que. oui, oui. Ils ont fait une sardane autour de la... De la préfecture. De la préfecture. J'ai un ami qui est le fils de Johannes Plans, qui y était déjà dès de petite. Et j'ai Madame Chemin qui a expliqué Oui. Ouais. au ce moment même comment on dansait la sardane au préfet Bonnet. J'ai vu il y a 2 semaines, Ah oui. Je m'arrête. Brigitte me Ah, mais racontait je ça. l'ai vu aussi il y a quelques jours. Il y a longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai vu aux obsèques de Joël, justement. Ah, elle y était. Bah, tiens, Voilà. j'aurais dû me lever plus tôt. Donc, Mété a révélé donc qu'on avait trouvé dans une déchetterie, dans des conteneurs, des archives datant de la période de la guerre, concernant des juifs internés au camp de Rivesaltes. Et le fait que cette information soit révélée, il y a eu une levée de bouclier, mais ce qui est curieux, c'est que la levée de bouclier, c'était contre le journaliste. Ah oui, qu'est-ce qui nous C'est emmerde? Joël- Le fameux qu'est-ce qui nous emmerde? C'est Joël Mété qui a été traité, parce qu'on se demandait pourquoi ça sortait. C'était en pleine campagne électorale pour des législatives anticipées en 1997. Et on a vu là un coup enfin, on ne savait pas de quoi, l'extrême droite, est-ce que c'est, ou alors c'est le Front National à l'époque. Oui, Il y avait eu le problème du cimetière des tombes avec les profanées parasols, à Perpignan oui, aussi, tout ça. On pensait que c'était un coup monté, Ouais. qu'il y avait une espèce de complot pour... Alors certains ont pensé que c'était contre la droite, contre le RPR, d'autres contre le Front National. Enfin, Comme tout le monde avait péché, tout le monde croyait que c'était contre lui que c'était. et Bonnet a porté plainte contre Joël Mété, Le préfet, pas le André. préfet, le Bernard Bonnet. Parce que tout le monde s'appelle Bonnet ici. Donc, Voilà. il y a même Gérard qui s'appelle Bonnet, c'est dire jusqu'où ça peut aller. Bonnet, il y en a. Mais avec 2 N, Bonnet. Oui, voilà, parce que Ma- c'est ma en fait, belle-fille- c'est ma un belle-fille- N, si j'ose dire. Ma belle-fille franc-comtoise s'appelle Bonnet, mais avec Ouais. 2 N. Ah, d'accord. C'est là que tu distingues le Bonnet catalan. Ben, j'ai bien fait de venir. J'ai appris des trucs. Avec un N ou avec 2 N. C'est- Bonnet. Boulette. Bonnet. Et en plus, il y a un journal qui s'appelle le Midi Libre qui a attaqué nommément, je ne citerai pas le nom du journaliste parce que je ne veux pas lui faire de la peine. Ne me dis pas qu'il travaille toujours. Je ne sais Il pas. publie toujours. Je ne sais rien. Il est là. Oui, je pense. Est-ce qu'il a des cheveux? Et qui s'en prenait à Mété. Il y a eu une espèce de haine contre Joël à ce moment-là. Ouais. Et heureusement, il y a eu une enquête policière qui a été menée. Oui. Et donc, la fameuse thèse complotiste a été complètement mise à bas. Donc, c'est Joël prouvé, a- Joël n'est pas reptilien. Joël et ainsi que l'homme qui avait découvert un peu L'employé les archives, municipal. l'employé municipal, Ouais. ils ont été blanchis de toute... Oui, d'organisation Voilà. en vue de nuisance. Ce qui est intéressant, c'est que le jour même de l'apparition, le soir même, Claude Delmas, Oui, donc l'écrivain. l'écrivain né à Rivesaltes, Ouais. téléphone à l'Indépendant et il dit qu'il veut créer une association pour sauvegarder la mémoire du camp de Rivesaltes.
D'accord. ceci est lié à l'article de Joël, et cette réaction. Parce que le camp de Rivesaltes était menacé à cette époque-là par des... Oui, parce il y avait un projet. l'espace, on veut y faire un... L'armée s'en servait comme terrain de manœuvre et de temps en temps lançait un obus sur une baraque pour la faire exploser. Donc il était en train de disparaître petit à petit. Et le fait, le choc qu'a provoqué l'article, plus cette association qui se crée, a incité les élus à donner lieu à une prise de conscience des élus qui se sont dit il faut faire quelque chose effectivement pour sauvegarder la mémoire du camp. D'où Christian Bourquin, président du Conseil général à l'époque, il a foncé à fond pour... Alors, est-ce qu'il n'a pas foncé aussi, je ne veux pas dire du mal, parce qu'au même moment, il y a eu un autre scandale a posteriori sur l'encyclopédie des Pyrénées-Orientales, avec un article réhabilitant le poète né 6 rue Siquet-Vauban par un certain André Bonnet, même pas écrit par lui, etc. Et ça aussi c'est monté au national, ce qui l'a obligé, pour faire oublier ça, à générer le mémorial. C'est dans ma mémoire, après... oui, je ne sais pas, là, je n'ai pas d'éléments pour ça, non. Je ne pense pas, non. Parce que le mémorial, c'est un truc énorme, ça a coûté une fortune. Non, il y a beaucoup de gens qui étaient contre parce que ça coûtait très cher. Il y a eu un temps de gestation énorme, et il y a eu des directeurs qui ont existé, une directrice qui était une amie, avant même qu'il ouvre. Marianne Petit, pour ne pas la nommer. Donc on en est là. Alors là maintenant qu'on a fait le portrait de ces trois personnages... Et sur Grandouille, on a oublié quelque chose, je pense, c'est qu'il a été recruté par la première télévision catalane, TV3, pour créer des équipes de reportage. On parle de Joël, là, pour non, on parle de René. D'accord. On revient en arrière. Ah oui, d'accord. On revient en arrière parce que ça, on l'a oublié, je trouve que c'est importantissime. Ah oui. C'est lui qui a recruté le fameux Père Coudounion. Je sais pas. Non, moi je parle des gens que j'ai connus quand je suis arrivé sur le marché. Non, il était à Barcelone. Ah oui, carrément. Moi je suis allé faire le reportage, justement, je suis allé faire le reportage. Je ne suis pas aussi soigneux que Bernard. C'est-à-dire, j'ai pas gardé mes articles, moi quand c'était fait, c'était du passé. Non, mais c'est important. Mais je suis allé à Barcelone faire un reportage sur une télé uniquement en catalan. C'était quelque chose de nouveau. Oui. Alors, c'était en 82, ça devait être... il a quitté l'Indépendant en 82. Donc c'est à ce moment-là aller créer cette rédaction. Que la Généralitat ont créé une chaîne de télévision uniquement catalane. TV13, je ne sais pas si... Non, j'ai même visité les studios, j'y fus, etc. Mais il a été recruté pour diriger cette création. Ah d'accord. C'était pas. Il voulait quelqu'un, comme il ne voulait pas recruter. Il voulait pas recruter des Madrilènes ou des trucs comme ça. Il voulait quelqu'un. Il voulait un Français et un Français catalan. Pour eux, c'était. Donc il est allé. Ah d'accord, ça on le sait peu. Tiens, je me demande si. Ceux qui sont à TV13 maintenant, tu as bien fait d'en parler parce que non, mais c'est fondamental. Effectivement. La création de TV13, c'est quelque chose de fondamental. C'est le point d'orgue de ça. Il voulait que TV13, dont la Généralitat et les Catalans qui tiennent le projet, voulaient que TV13 se démarque complètement de la télé espagnole. De faire quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'ils ont recruté Relais. C'est logique. Non, mais c'est plus ici. Non, mais c'est énorme, mais moi je connais ça. Ça a été le point culminant de sa carrière. Parce qu'après, en 84, il est allé. Il est revenu en France, il est allé travailler à la Dépêche. D'accord. Où il a fait aussi une belle ascension parce qu'il a été recruté comme fait diversier. Ouais. Et il a fini grand reporter sur des gros sujets de société. Alors, l'idée de cette disparition, moi ce qui m'a entre guillemets traumatisé, ça me rappelle que moi-même
je vieillis que si Transit Gloria Mundi en général, mais que le pays que j'ai connu en arrivant ici en 82, enfin pas ici précisément, en fait c'était Argelès, et quand je suis arrivé à Perpignan à 17 ans, et donc c'est là que j'ai connu toutes ces personnes par le théâtre, je pensais à des gens comme Roger Perrault qui nous a quittés aussi il n'y a pas longtemps, je pense évidemment à mon mentor Jacques Quéralt. Perpignan a vachement changé. Alors, si moi je me rends compte, vous, qu'est-ce qu'on n'a pas fait parce que, qui a fait qu'on en est arrivé là? C'est ça le fond du truc que je voulais vous dire. On a merdé quelque part, les gars. Je sais pas, non, mais je pose la question. C'est-à-dire que moi j'ai connu à Perpignan. C'est difficile parce que c'est difficile. L'achat et la revente de l'indépendant y a été pour pas mal, dans une espèce de lessiveuse et de clause de conscience, peut-être à chaque fois aussi. Oui. Ça n'a pas fait du... Oui, en ce qui concerne l'indépendance, sans doute. Ça... Mais comme l'indépendant est un pilier, si tu veux... Mais c'est aussi la perte. Moi, je mangeais avec Georges Brousse. Donc le taulier de l'Indep. Ouais, je mangeais avec Georges Brousse à Castelnau. On avait réservé une table chez, comment il s'appelle, Oui, je sais, il faisait des cargolades, des grillades. Le type nous faisait une grillade, nous sortait un vieux bagnouz de 50 ans d'âge, un truc de fou. Et là, il me dit, écoute, on a vendu le journal. Il me dit, tu vas le dire à tout le monde. C'est la vente au Midi Libre. Midi Libre. Ça y est, il dit, c'est fait. Il me dit, avec le père Chiché, on s'est mis d'accord, ça y est, c'est signé. Tu vas le dire à tout le monde. Quand je suis arrivé au journal, il m'a dit, oh, s'il n'arrête pas de dire ça, qu'il a vendu. Oui, je me souviens. C'est Jacques Chiché qui disait qu'il... Méfiez-vous, c'est fait. À moi, s'il me l'a dit, c'était que c'est fait. J'étais très ami avec Georges Brousse. Et quand il a quitté le journal, il voulait m'embaucher pour aller vivre à Paris avec lui, pour travailler sur la publicité avec Séguéla, pour aller parcourir le monde, pour me photographier les plus belles filles. Parce que moi, je faisais la publicité en même temps du journal. D'accord. Toutes les comment ça s'appelle, toutes les campagnes de publicité routière de l'Indépendant de la grande époque, tu sais, acheter l'Indépendant, le journal de vos vacances, que tu trouvais en panneaux routiers partout, mais c'était moi qui faisais les photos pour Georges, je faisais la publicité, et c'était Séguéla qui l'a travaillé, il faisait les campagnes. Et c'était à la suite d'une de ces campagnes-là qu'on est arrivé aux 110 000 numéros. Il y avait c'était Radio Monte Carlo qui était associé au coup, avec les campagnes d'été qu'il faisait à Canet un peu partout, je ne sais pas si tu te rappelles. Et là, l'Indépendant est arrivé au summum de ses ventes. Du tirage. Du tirage avec 110 000 ou un truc comme ça. C'était juste avant cette vente. En fait, ça vaudrait la peine d'avoir au moins un musée de la presse ici, ou un musée de l'indépendant, vu toutes les photos, les moments. Non, le plus important, ce serait de classer les archives. Parce que depuis 1846, l'Indépendant, un des plus vieux de France, avec le Courrier de Saône-et-Loire et le Figaro. D'accord. On avait des photos. Non, mais c'est le plus vieux maintenant. Vu que le Courrier de Saône-et-Loire n'existe plus. Il n'existe plus. C'était prêté, la famille a prêté. Oui. Tu vois, depuis que tu t'abonnes plus, bravo. Donc, Courrier de Saône-et-Loire. Il y avait des archives de photos extraordinaires. Non, parce qu'ils veulent faire un parc cinéma, machin, alors qu'ici, on a de la nourriture locale assez suffisante pour générer des tas de parcs différents, quoi. Et notamment, je pense à l'indépendant. Est-ce que ça intéresserait beaucoup de monde? Le problème, c'est... Faut savoir mettre en valeur. C'est-à-dire que tout et n'importe quoi peut intéresser n'importe qui. Non, mais là, les élus de Perpignan, et ça ne date pas de l'actuelle équipe, ne s'intéressent pas tellement
leur local. patrimoine culturel. Oui, Et à bon, la culture, Mais au je patrimoine. n'en veux pas. On veut que Charles Trenet, qui est quand même un personnage extraordinaire, Oui, oui. reconnu partout lui aussi. Il faisait partie de la bande à Bosile. Oui, la bande à Bono aussi. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Il n'y a rien à Perpignan sur Charles Trenet, à part la salle du Palais des Congrès qui Oui, porte oui. son nom. Et l'esplanade d'Argelès. Non, mais je parle à Perpignan. Hein. Oui. Il y a, Ouais. il y a C'était un Narbonnais, à c'était un Calais, Narbonnais, aussi, il y a une avenue Charles Trenet. Ça me revient. ouais. À Narbonne, tu as un musée Charles Trenet. Ouais. Ici, il n'y a rien, il n'y a même pas une rue Charles Trenet. Il n'y a pas une impasse. Bref. Donc, faut Claude Simon, est-ce que. Albert Simon, oui, mais Claude, non. Claude Simon, c'est pareil. C'est quelqu'un. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Albert Simon, c'était le météorologue Oui. sur. Qui avait une voix chevrotante sur Europe 1, si mes souvenirs C'est pas sont Michel exacts. Simon, tu ne confonds pas avec Michel Simon. Non, alors Il a chevroté lui aussi. tout le monde chevrotte. Ah oui. C'est pour les méchous, Ouais. ça fait bien de chevrotter. On va conclure, parce que Ouais. tout ça, ça fait beaucoup Ça à fait charger. beaucoup, ouais. Non, mais c'était très Il faudra couper, il intéressant. faudra élaguer. Tu fais un montage. Non, parce que là c'est. 10 minutes, ça suffit. Il faudrait qu'on Prendre refasse. les Qu'on points refasse. forts. Ah, qu'on tu vas être filmé là. Il faudrait qu'on. Oui, non, mais je mettrai Todd Brute et après je verrai si on fait comment on appelle ça, un digeste. Voilà. Alors- Tu coupes, là, tu peux faire. Là, je peux couper, oui. Ouais, tu prends les points forts. Là. Mais quand je chargerai, je mettrai la vidéo complète là. Moi, je me rappelle au fait Tu peux mettre aussi long. à propos de Joël Mété, je me rappelle, la locale avait fait toute une page sur les Haussiennes, tu sais, les gros bouchons qu'il y avait truc au mois d'août, tu vois, ça avait fait toute une page, des plages remplies, des trucs comme ça. Et Joël avait fait petit encart, tu vois, 10 lignes. Et alors lui, il a pris un mec qui était dans l'embouteillage, tu vois, Ouais. entre Canet et Saint-Cyprien, qui était dans sa bagnole, chaleur de fou, tu vois. Pas de clim dans les bagnoles. Bloqué depuis 2 heures. Ouais, genre bien cuit, quoi. Tu vois, 10 lignes, hein. Et il résume en disant, et maintenant, lève-toi et marche. Il avait résumé à lui seul, en 10 lignes, tout le papier. Ça, c'était extra. C'est ouais, ça, tu vois. Il était très. Il avait ce coup ce trait de plume, le scalpel, tu vois. Slack. Il a eu aussi une maison d'édition sur le Oui. terrain. Il avait avec. Alter Ego. Lève-toi. Alter ego. Ouais, et il avait aussi une galerie en commun qui s'appelait l'Instant Critique. C'est là C'est que ça. il avait écrit un livre sur un peintre juif, Oui, Freundlich. Freundlich. Oui, Et c'est là qu'il avait réveillé Le sa pas. judaïcité alors qu'avant il s'en foutait. oui. Voilà. Et puis il a écrit un livre après l'affaire des archives Ouais. juives, L'archipel du mépris. Ah oui, Où c'est il ça. reprend un peu tout ça, cette affaire. Et Bien, puis, mais il était président des Amis du musée de Céré. C'était un homme quand même qui Voilà, il a été enterré à Céré, il y vivait d'ailleurs. oui, qui sur le plan culturel s'intéressait à beaucoup de choses, Joël. Voilà, C'était c'est pas votre que point le commun. journaliste. C'est-à-dire que moi je vous ai connu en tant qu'archétype humain, vous aviez un métier, mais vous inondiez de vous intéresser à plein de trucs. Or maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui, je veux dire, ils sont à Perpignan aussi bien ils seraient ailleurs, tant qu'il y a le haut robinet, l'électricité et Netflix, ça peut aller quoi. Ce monde a changé. Oui. Hein, les réseaux sociaux, tout Tout ça. a changé, Ça n'existait oui. pas à notre époque. Mais j'ai écrit là-dessus dans on a Il y fait a, un il y a- colloque sur la il y a presse. un passage aussi où Ouais. c'est les radios libres. Oui. Ah oui, L'apparition c'est des radios exact. Midi-Soleil. Vous vous souvenez des radios Oui, oui, Midi-Soleil? Radio Midi On a fait l'interview d'un garçon que Estelle Weiss a fait à Estelle l'Université, Weiss, on a c'est fait ça. l'interview. Avec De- le Donc film moi de j'ai livre, là, été aussi dans les avec radios le libres. fichier là, qui avait monté Radio Midi-Soleil qui était en face. en face à l'Indep. Oui, il y avait Sylvie Et Sylvie Lenné, qui s'en occupait. pauvrette.
Ah, elle nous a quittés il n'y a pas longtemps, je crois, non? Oui, Sylvie, 5 ou 6 ans. cinq, six Pauvrette, ans. Sylvie. Elle est morte assez jeune. Oui, on avait 2 femmes aux IG. Elles sont mortes toutes les deux. Marc Et Le 3, Mauvais. et on oublie Claire Jouet. Elle est vivante, elle est bien Elle vivante. est bien vivante, Claire. ça fait 3. Et Maryse Lampergue. Ah, oui. qui est toujours avec Denis Serre, je crois qu'ils sont dans le Qu'est-ce- Périgord. Et Je Marcel. suis revenu. Marcel, 5. Santa Ça, Maria. bah voilà, Tiens, tu Bernard, vois, bon, tu vois, on ça cherche fait un- du bien de retrouver les On trucs parce l'avait- que. D'ailleurs, elle aurait pu l'inviter, Marcel, mais elle n'est pas là. Ben, ouais, non, mais qu'à cela ne tienne, on refera et même tout marchera dès le départ. C'est pour dire. Messieurs, ce fut un moment d'édition en votre compagnie. À bientôt pour la suite de